Sucita Vive, voyage à travers la société corse avec Maria Lanfranc. Bonjour, bienvenue, Sucita Viva. Durant toute cette semaine, nous recevons Laurent Marcangeli. Bonjour. Bonjour. On va découvrir l'envers du décor, si l'on peut dire, du métier, entre guillemets, de député, pour savoir un petit peu quelles sont les prérogatives d'un député. C'est vrai que sur une élection législative, on se pose souvent la question, est-ce que c'est une élection locale? Est-ce que c'est une élection nationale? Est-ce que c'est à la frontière entre les deux? Et il est important de bien poser le décor. Alors, justement, vous êtes le député de la Corse du Sud, le député d'Ajaccio, Laurent Marcangeli. Lorsque vous avez été élu, est-ce que vous avez pris plutôt ça comme une élection locale, comme une élection nationale, ou les deux? Les deux tout simplement parce que on peut pas nier le fait que l'élection des députés soit une élection très impactée au niveau national, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec le quinquennat pour le président de la République, l'élection législative, elle suit la présidentielle de 1 mois. Donc effectivement, il y a un fort impact sur l'élection législative que celui du résultat de l'élection présidentielle, même si moi, en ce qui me concerne, j'avais été à contre-courant lorsque j'ai été élu, puisque François Hollande venait d'être élu président de la République et j'avais réussi, avec mon ami Jean-Jacques Ferrara, de remporter l'élection de la première circonscription à contre-courant, donc du niveau national. Mais il n'en demeure pas moins que ma circonscription, c'est 49 communes, donc 48 hors Ajaccio, avec du rural, du périurbain, du littoral, de la montagne, et surtout c'est une circonscription corse, avec les spécificités qui sont les nôtres, ce statut d'insularité, nos spécificités politiques, identitaires, et ça en fait aussi, quoi qu'on puisse en dire, une élection avec un enjeu local, avec aussi des motivations locales lorsque les électrices et les électeurs se rendent aux urnes. Justement, un député, ça vote les lois de la République, mais vous avez dit aussi, c'est à l'écoute en fait de ces communes. Qu'est-ce que vous font remonter les communes ? Tout dépend de la situation dans laquelle elle se trouve. Je vous disais que la circonscription dont je suis le député depuis 2012, elle est vraiment multicolore. Multicolore, elle représente un peu toutes les tendances qui peuvent exister dans ce pays, en Corse, même au niveau national. Alors, vous avez une ville-centre, Ajaccio, qui est quand même la 70e ville de France, avec des problèmes liés à son fait de ville moyenne, de près de 70 000 habitants. Vous avez du périurbain, Sarre, Alat, Afa. Ce sont des communes qui, certes, il fut un temps considérées comme du rural, mais qui aujourd'hui sont intrinsèquement liées à Ajaccio et, de par leur croissance, n'ont plus les problématiques qu'on peut rencontrer dans le rural stricto sensu. Et puis après, vous avez du rural un peu plus éloigné, du rural littoral. Vous prenez tout ce qui est Sagone, pour remonter jusqu'à Piane, Girolat, etc. Et puis vous avez aussi du rural de montagne. Je suis issu du Cruz, c'est l'une des régions de Corse les plus dépeuplées, qui a pris, je dirais, de plein fouet la désertification rurale, à l'instar d'autres régions. Et cette mosaïque fait qu'en réalité, il y a des particularités, il y a des spécificités dont le député doit tenir compte. Et ces problématiques, en fait, elles me sont souvent soumises par les maires, les adjoints, les conseillers généraux que je rencontre, puisque tous les ans, je fais le tour de ma circonscription, au moins une fois par an. Je visite les 49 communes, enfin les 48 à part Ajaccio, puisque je réside ici. Et c'est vrai que c'est assez frappant de voir la différence parfois qui peut exister sur les problématiques, que ce soit dans le rural très profond, le littoral ou le périurbain. Vous êtes en quelque sorte leur porte-parole à Paris ? J'ai essayé de l'être et je pense l'avoir été depuis maintenant presque 3 ans. C'était un de mes engagements, je n'ai pas déserté le terrain. J'ai posé un certain nombre de questions qui avaient attrait aux problématiques que rencontraient ces communes dans leur multiplicité. Problèmes donc de dévitalisation du rural, problèmes aussi économiques, sociaux, parce qu'ils existent aussi dans ces parties du territoire, problèmes par rapport à la santé, l'offre de soins, problèmes par rapport à l'environnement, problèmes par rapport au fait que le secteur entrepreneurial a beaucoup de mal à se développer. Par exemple, j'ai déposé une proposition de loi visant à instaurer un système de zone franche rurale au mois de juin dernier, et je ne suis pas le seul député à l'avoir fait. En tout état de cause, aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir été en capacité de pouvoir prendre en compte beaucoup de choses. J'ai toujours été à l'écoute du secteur associatif,
Je donne sur ma réserve parlementaire chaque année quelques milliers d'euros à des associations qui ne sont pas toutes à Ajaccio, loin s'en faut, des associations sportives, culturelles, des associations de défense aussi d'intérêt collectif pour des hameaux, pour des petites communes, et puis aussi également la réserve parlementaire sur le financement de projets communaux ou intercommunaux. Je suis intervenu dans des réfections de places de village, je suis intervenu pour que des petits bancs soient installés non loin de la mairie, je suis intervenu sur plusieurs communes, j'ai pas le chiffre en tête, mais beaucoup de communes de ma circonscription ont été aidées et je me suis promis avant la fin du mandat, de faire en sorte que chacun ait, soit par le biais associatif, soit par le biais de l'aide aux communes, pu bénéficier de ma réserve parlementaire. On va revenir tout au long de la semaine justement sur vos différentes interventions à l'Assemblée nationale et sur les sujets sur lesquels elles portaient, mais juste une petite question pour terminer cette émission de ce lundi. On connaissait votre engagement donc en faveur de la direction de la ville d'Ajaccio. On sait que vous ne vous êtes jamais caché donc d'avoir voulu diriger cette ville. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous êtes dit je veux être député aussi? Il y avait un contexte politique. En 2012 et en 2011 plus particulièrement, j'ai été élu conseiller général du premier canton d'Ajaccio et s'est posé rapidement la question de déterminer qui devait porter les couleurs de ma famille politique pour les élections législatives qui avaient lieu en juin. Rapidement, il y a un consensus qui s'est fait autour de ma candidature. Je considérais que c'était mon devoir à l'époque d'y aller parce qu'effectivement, j'étais élu conseiller municipal d'Ajaccio et conseiller général d'un canton important. J'ai des attaches dans le rural. Ma famille est issue de ce qu'on appelle l'Ouest Corse, de Saur, Cousinou-Chinarc, de Séville. Et j'ai considéré qu'il était de ma responsabilité d'aller à cette élection. Tout le monde connaît mon engagement politique, il est ancien. J'appartiens à un parti politique, l'UMP. J'ai donc candidaté à la candidature, comme on dit dans le jargon, et puis j'ai été choisi, et puis j'ai mené campagne. En tout état de cause, cette élection, c'est un très bon souvenir, c'est un mandat qui m'a beaucoup apporté, d'un point de vue politique, indéniablement, mais également d'un point de vue humain, parce que être à Paris et être parlementaire, ça confère quand même des responsabilités, et je pense que ça fait progresser dans son chemin. Merci beaucoup Laurent Marcangeli. On va se retrouver demain pour un nouveau rendez-vous de Succittà Vive. À demain. À demain. Succittà Vive avec Maria Lanfranc. Succittà Vive, voyage à travers la société corse avec Maria Lanfranc. Bonjour, bienvenue Succittà Vive. Nous recevons durant toute cette semaine Laurent Marcangeli, le député maire d'Ajaccio. Bonjour. Bonjour. Pour parler plus de votre casquette de député, du rôle du député en général aussi, est-ce que vous vous souvenez de votre première intervention à l'Assemblée nationale ? Oui, elle portait sur la loi de finances rectificative qui avait été initiée dans la séance extraordinaire du Parlement en juillet 2012. Je venais donc juste d'être élu. Et elle portait sur la refiscalisation des heures supplémentaires. Vous savez que les gouvernements précédents que je soutenais, François Fillon, présidé par Nicolas Sarkozy, avaient décidé de défiscaliser les heures supplémentaires, ce qui permettait de valoriser le travail et de permettre à ceux qui travaillaient plus de gagner plus, comme la formule avait été employée à l'époque. Et l'une des premières décisions du gouvernement Ayrault, pas Valls, c'était de refiscaliser ces heures supplémentaires, ce qui faisait un peu de mal au pouvoir d'achat de celles et de ceux qui travaillaient plus. Et à l'époque, c'est un certain Cahuzac qui m'a répondu, qui était ministre du budget, et j'étais intervenu sur cette mesure en la dénonçant et en considérant qu'il s'agissait d'une double peine. Une double peine pour ceux qui travaillaient et qui donc voyaient leur travail moins récompensé, mais aussi une peine pour les entreprises qui risquaient de prendre de plein fouet cette mesure, ce qui n'a pas été évidemment exempt de tout reproche, puisque effectivement à la fin on s'est aperçu que les entreprises ont souffert de cette mesure et évidemment le pouvoir d'achat a baissé. Dans cette loi de finances modificative, il y avait eu le fameux épisode des arrêtés Millot également. C'était pas sur la loi de finances modificative, c'était sur la loi de finances générale du mois d'octobre, où un amendement avait été déposé par Paul Jacob, un amendement que j'avais soutenu, visant à proroger le statut un peu exceptionnel que la Corse avait par rapport à ses droits de succession, ce qu'on appelle de manière assez impropre les arrêtés Millot. Et ensuite, ce qu'il s'est passé, c'est que tout simplement, le gouvernement a fait voter cet amendement. Le Conseil constitutionnel a été saisi comme sur chaque loi de finances.
Et le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition que j'avais soutenue. Ça a été un coup dur pour la Corse. L'année d'après, nous sommes revenus. Cette fois-ci, tous les députés corses ont co-signé des amendements suite à un travail que nous avons effectué notamment avec Maître Alain Spadone et le groupe qu'il a constitué afin de réfléchir à cette question. Et là encore, ça a été encore censuré. Et là, nous sommes un peu dans cette situation inconfortable, juridiquement parlant. Le gouvernement dit qu'il va nous sortir de cette impasse, mais les solutions ne viennent pas. Et aujourd'hui, nous sommes un petit peu dans une inconfortable situation qui fait que les Corses ne savent pas véritablement à quelle sauce ils vont être mangés d'un point de vue fiscal, notamment dans les droits de succession. Lorsque vous avez été élu, vous avez dit donc être le député de la Corse, avec une famille politique qui est l'UMP. Et vous avez également dit, si certains votes, certaines propositions faites par l'UMP ne correspondent pas à la Corse, en fait, ne sont pas positives pour la Corse, je m'y opposerai. Est-ce que vous avez été confronté à cette situation ? Pas vraiment, puisque la semaine dernière, lorsque nous sommes rendus à l'Assemblée pour évoquer la fameuse collectivité unique et l'amendement qui a été proposé par le gouvernement, je ne vous cache pas qu'à un moment, il y a eu quelques volontés dans le groupe UMP de voter carrément contre. J'ai, avec Camille Drocaser, été assez convaincant. Moi, je suis favorable à la collectivité unique. J'ai émis un certain nombre de réserves sur la manière dont les choses se passaient. Je suis prêt à voter pour. Mais sous réserve que le gouvernement soit un peu plus précis et respecte un certain nombre de choses, comme notamment les votes de l'Assemblée de Corse sur la question. Donc, si l'UMP demain dit non, il faut voter contre, moi je dirais je voterai pour. Je l'assumerai, comme je l'ai fait d'ailleurs sur d'autres sujets, comme le cumul des mandats, où l'UMP avait décidé de voter contre la loi instaurant une limitation du cumul des mandats. Je fais partie des 4 parlementaires UMP qui ont préféré, eux, voter pour, parce qu'ils estimaient, et d'ailleurs je l'avais dit dans ma campagne électorale, que c'était une loi qui allait dans le sens de la modernisation de nos institutions et aussi du statut d'élu. Donc sur la Corse, je continue de dire que je ferai en sorte que les choses soient avant tout regardées sous un regard insulaire, sur un regard d'élu corse, tout comme sur la charte des langues régionales. Une majorité d'élus UMP étaient assez réticents, mais avec une quarantaine ou une cinquantaine d'élus UMP, nous avons décidé de voter cette loi et nous continuerons de nous battre à cela. Nous espérons que le Parlement à Versailles se réunira pour modifier la Constitution et ratifier cette charte. Et je ferai, comme je l'ai fait en première lecture à l'Assemblée nationale, œuvre de pédagogie et je voterai pour. Vous êtes optimiste par rapport à... Je pense qu'il existe une volonté de la part d'une majorité de députés, le problème étant le Sénat aujourd'hui, puisque vous le savez très bien, il faut un 3/5. C'est un travail de négociation, c'est un travail de pédagogie. La Chambre du Sénat est un peu plus conservatrice, tout le monde le sait, qu'il s'agisse de la gauche ou de la droite d'ailleurs. Vous savez, les conservateurs, ils existent dans tous les courants politiques. La droite n'en est pas la seule bénéficiaire. Mais je vais vous dire, je reste optimiste parce qu'il y a un travail intelligent qui est fait par des parlementaires de droite et de gauche qui ont des langues régionales qui comptent dans leur identité, dans leur territoire. Et je pense qu'aujourd'hui, la France aurait tort de se priver de cette richesse que constituent ces langues régionales. Ça fait partie de son patrimoine, ça ne fait pas partie de quelque chose de négatif. Et je pense que les nouvelles générations sont plutôt favorables à ce type d'avancée. Et en tout cas, moi, je continuerai d'être sur ce terrain-là et je me battrai pour ça. Merci beaucoup, Laurent Marcangeli. On se retrouve demain. Merci. Sucita Vive avec Maria Lanfranc. Sucita Vive, voyage à travers la société corse avec Maria Lanfranc. Bonjour, bienvenue. Radio Alter Ego s'accueille durant toute cette semaine Laurent Marcangeli. Bonjour. Bonjour. Député, maire d'Ajaccio. Alors Laurent, donc votre rôle de député à l'Assemblée nationale, on a parlé hier de cette loi sur la collectivité unique, de cette fameuse loi NOTRe, mais il y a eu d'autres interventions. On vous a entendu notamment sur d'autres sujets qui concernent la Corse. Oui, mais j'ai essayé de le faire de manière assez récurrente. Je suis intervenu sur des sujets qui n'avaient pas, je dirais, de très grande gravité, mais qui quand même étaient des sujets qui intéressaient les Corses, sur l'agriculture, sur également les anciens combattants. Ça m'est arrivé, c'était pas très médiatisé, mais j'ai fait quelques interventions. Il y a des questions qui ont été posées, des questions écrites au gouvernement. Je suis intervenu sur l'hôpital d'Ajaccio, face à la ministre de la Santé, pour lui demander un certain nombre d'explications, de manière totalement apaisée. Puis il y a eu des interventions un peu plus hautes en couleur.
Je suis intervenu la première fois sur la violence. J'avais posé une question au ministre de l'Intérieur d'alors, qui est Premier ministre aujourd'hui. Il y avait eu un assassinat juste avant, le jour même d'ailleurs, où j'ai posé cette question. J'avais posé une question extrêmement consensuelle, en me disant que les élus de Corse attendaient du gouvernement des réponses fermes et que les élus de Corse seraient aux côtés du gouvernement. Puis ensuite, il y a eu un dérapage de Manuel Valls, un dérapage qui a fait date, que tout le monde a encore en mémoire, qui disait que notre nature et notre culture étaient violentes. C'est très grave. Depuis Michel Poniatowski, on n'avait pas entendu à un tel niveau de l'État une phrase aussi dure pour la Corse et pour celles et ceux qui y vivent. Et il y a eu cette question que j'ai posée donc le 21 mai 2013, si je me souviens bien, qui a été assez virulente, parce que je l'ai posée avec mon cœur, parce que je l'ai posée en tant que Corse, pas seulement en tant que député, et certainement pas en tant que député UMP. Je l'ai posée parce que j'estimais que la manière dont il s'était exprimé en tant que ministre de la République, puis en tant que personne qui a visiblement l'ambition d'être un homme d'État, ne correspondait pas à ce qu'il voulait véhiculer. Et puis surtout, je l'ai posé cette question parce que du Cap à Bonifacio, de l'Est en l'Ouest, je crois que ce qui a été dit par le ministre de l'Intérieur de l'époque, devenu Premier ministre depuis, a choqué et a blessé dans toutes les familles, dans tous les foyers. Donc cette question, je l'ai posée, et si c'était à refaire, je le referais. J'ai boycotté une visite ministérielle de Manuel Valls quelques semaines après, également pour m'opposer à ses paroles, puisqu'il n'était pas revenu dessus. Depuis, j'ai le sentiment qu'il est plus prudent lorsqu'il évoque la Corse. J'espère au moins avoir contribué à cela. Comment se passe justement le choix des questions que vous posez aux différents ministres Bien, je demande à mon groupe de me donner un temps de parole. Dernièrement, je me suis battu pour pouvoir un temps de parole concernant la centrale du Vadj. Ça concerne aussi la Corse et pour cause. Il faut candidater et ensuite le groupe réunit son bureau qui détermine si le député ou la députée peut poser la question. Il y a 2 séances de questions au gouvernement par semaine, une le mardi, une le mercredi. Il y a une dizaine de questions qui peuvent se répartir sur la semaine, 5 et 5 à peu près. Et c'est en fonction de l'actualité et puis c'est en fonction également, je dirais, de la capacité à convaincre du parlementaire. J'en ai eu quand même quelques-unes depuis que je suis élu député. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais on s'approche davantage de la douzaine que de moins de 10. Donc c'est aussi la possibilité qui nous est offerte de montrer aux gens dans nos circonscriptions, notamment parce qu'elles sont diffusées à la télévision, que nous sommes présents dans l'hémicycle et que nous faisons entendre la voix de notre territoire. Mais loin s'en faut, ce n'est que très peu de choses par rapport à l'ensemble du travail parlementaire, les questions au gouvernement. Ça, c'est ce qu'on voit, en fait. Il y a beaucoup de travail en dessous. C'est ce qu'on voit, c'est ce qui est médiatisé, c'est ce qui parfois est un petit peu conflictuel, puisque on pose des questions parfois sous un angle assez politique et clivant. Il m'arrive aussi de poser des questions très calmes et très sereines, ce que je ne me suis pas privé de faire. Mais lorsque on est sur des positions un peu plus tranchées, c'est vrai que les gens aiment lorsque le débat est un peu plus virulent et ils sont plus intéressés par cela. Mais derrière, il y a un travail de commission, il y a un travail aussi parfois sur des enquêtes parlementaires, j'en ai déjà fait une. Il y a un travail de réflexion sur les lois, d'amendements, mais également de rédaction. J'en ai proposé pour ma part 2 que j'ai signé moi-même depuis que je suis parlementaire. Donc il y a quand même un travail qui est un peu moins connu, qui n'est pas forcément sous la lumière, mais qui a un travail qui est celui d'un parlementaire. À propos de travail sous la lumière, un petit retour justement sur ce questionnement à Manuel Valls. On s'en souvient, surtout sur la réponse du ministre de l'Intérieur. C'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé en Corse. Elle n'a pas été à la hauteur, cette réponse. Moi, je le dis très clairement. Cette réponse ne me convainquait pas, en plus ne me convenait pas. Elle m'avait encore plus blessé. Mais vous savez, la vie politique est ainsi faite. La Corse a souvent, malheureusement pour elle, été assimilée à des clichés, à des raccourcis. Je crois qu'il est de la responsabilité de ses élus de faire en sorte que cela cesse et que cela ne se reproduise pas. Alors Manuel Valls, de par la responsabilité qui est la sienne, c'était très grave. Je crois qu'aujourd'hui, il devrait, à mon avis, se poser la question sur ce qu'il a dit,
et ces paroles qu'il a prononcées, bon, je ne suis pas dans son cœur ni dans son esprit pour savoir ce qu'il en pense, d'autant plus qu'il est lui-même originaire d'une région à forte identité, il est catalan. J'imagine mal le ministre de l'Intérieur de l'Espagne dire que la nature des Catalans est violente. Et j'imagine que Manuel Valls n'aurait pas trop apprécié si tel avait été le cas. Donc nous sommes partie intégrante de la République, je l'ai toujours défendu, mais nous avons aussi notre histoire, nous avons notre identité, nous avons notre fierté, nous avons aussi cette âme qui est la nôtre. Et je crois que quand un ministre important d'un gouvernement parle ainsi, ça blesse. Donc bon, je suis passé à autre chose depuis, mais si demain un ministre, y compris de droite, devait reprononcer des paroles de cette nature, eh bien j'agirai avec la même détermination et avec, je dirais, la même véhémence, parce que c'est de l'idée que je me fais de mon rôle qu'il s'agit. Merci Laurent Marcangeli, on se retrouve demain. Sucita Vive, voyage à travers la société corse avec Maria Lanfranc. Bonjour, bienvenue. On retrouve Laurent Marcangeli à notre micro. Bonjour. Bonjour. Député, maire d'Ajaccio, député. On se souvient aussi de votre intervention à l'Assemblée nationale face à Jean-Marc Ayrault suite à la visite de François Hollande en Corse. Oui, alors cette question, j'ai beaucoup réfléchi avant de la poser, mais je me suis dit qu'il y avait des limites qui avaient été dépassées. Le président de la République, c'est le président de tous les Français. C'est le président qui est au-dessus des lignes partisanes. Et le président de la République, il ne vient pas faire campagne électorale. Et moi, lorsque le président de la République est venu, dans un cadre très précis, c'était celui de l'anniversaire de la libération de la Corse, je me suis rendu à la citadelle d'Ajaccio, devant la salle où Fred Scamarone a été torturé et où il a donné sa vie pour ne pas parler. J'estimais qu'on était dans un moment de recueillement. J'estimais qu'on était dans un moment qui était au-dessus des clivages. Et ensuite, le président de la République, il s'est rendu à la mairie d'Ajaccio, et je le dis, dans son discours, il a fait des annonces qui étaient des annonces de candidat au municipal. Comme c'était pas lui le candidat au municipal, sinon ça se saurait, c'était mon prédécesseur, néanmoins adversaire, j'ai considéré qu'il était normal que je me défende avec les armes qui étaient les miennes, qui sont celles de l'Assemblée nationale. Donc j'ai demandé à mon groupe la possibilité de m'exprimer, le groupe me l'a donné, et j'ai dit ce que je pensais de la visite du président de la République, parce qu'elle n'était pas à la hauteur de l'enjeu, du moment, et de la fonction, qui est celle du chef de l'État. Et si c'était à refaire, eh bien je le referai, et j'attends aujourd'hui, en tant que maire d'Ajaccio, que le président de la République confirme les annonces, les promesses, n'ayons pas peur de dire le mot, qu'il a fait au peuple d'Ajaccio lorsqu'il est venu à l'occasion de l'anniversaire de la Libération. À moins que le fait que le maire ne soit plus le même le dérange. Et cela, à mon avis, serait assez inquiétant et assez désolant, n'ayons pas peur de le dire. Ces annonces, elles concernaient notamment la citadelle. Eh bien justement, sur la citadelle, je crois qu'il y a des avancées qui sont sous le point d'être rendues publiques. Ce qui fait que, effectivement, il y a eu un travail qui a été effectué, notamment de ma part et de la part de la majorité municipale dont je suis le premier représentant. Des annonces seront faites et des choses seront concrétisées incessamment sous peu. Mais il y avait aussi sur l'hôpital, il y avait aussi sur le projet Fonds B, il y avait un certain nombre de choses qui avaient été annoncées. Sur tous ces sujets, j'espère qu'il y aura, je dirais, une continuité, nonobstant le fait bien que aujourd'hui le maire d'Ajaccio ne soit pas forcément celui pour lequel le président de la République aurait voté s'il avait été ajaccien. La citadelle, donc ça avance, des annonces qui vont être faites Oui, ça avance. Nous avons, dès notre arrivée à la municipalité, créé un comité de pilotage qui a, avec les services de l'État, travaillé de manière, je pense, intelligente et de manière constructive. Je ne dévoile pas l'ensemble de ce qui va être dit, mais à la fin du mois, vous verrez que la ville d'Ajaccio aura des annonces à faire importantes. Ce ne sera pas seulement des annonces et des paroles, ce sera aussi des actes concrets pour faire en sorte que ce projet soit véritablement un projet qui aille dans le sens de la revitalisation du centre-ville d'Ajaccio et de l'ouverture de cette citadelle aux Ajacciennes et aux Ajacciens, ce qui n'a pas été le cas depuis sa création. Sur les autres dossiers, on va faire une petite parenthèse, le fonds de baie notamment, ça en est où ? C'est un sujet beaucoup plus complexe qui nécessite un travail de collaboration et de coopération entre toutes les activités, y compris avec la Chambre de commerce et d'industrie et donc l'État.
C'est un dossier qui, à mon avis, prendra beaucoup plus de temps que le reste, parce qu'il s'agit vraiment de l'aménagement de la ville d'Ajaccio de manière assez grande. Cet aménagement ne correspond pas seulement à un petit quartier, hein. C'est toute l'entrée de ville dont il s'agit, c'est le chemin de fer, c'est toute une réflexion stratégique à mener pour l'Ajaccio de dans 20 ou 30 ans. Et puis c'est coûteux. Donc il y aura aussi le curseur à mettre sur le prix que cela représentera. Donc sur cela aussi, nous sommes mobilisés. De toute manière, les services de la ville d'Ajaccio, depuis que j'ai été élu maire, malgré ensuite cette petite intermède que nous avons eue de 3 mois, ont travaillé durement et nous sommes prêts sur l'ensemble des dossiers. L'hôpital aussi ? Sur l'hôpital, nous suivons le dossier avec beaucoup d'intérêt. La ville a mis à disposition un terrain. Les travaux ont débuté. Je pense qu'il sera difficile malgré tout de tenir les délais qui ont été avancés. Mais néanmoins, il s'agit vraiment d'un chantier capital pour la santé publique, capital pour la ville d'Ajaccio, capital pour la Corse du Sud et, disons-le, capital pour la Corse. Merci beaucoup, Laurent Marcangeli. On va se retrouver demain pour notre dernière émission de la semaine. À demain. À demain. Sucita Vive avec Maria Lanfranc. Sucita Vive, voyage à travers la société corse avec Maria Lanfranc. Bonjour et bienvenue, dernière émission de la semaine de Sucita Vive. Nous accueillons le député maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli. Bonjour. Bonjour. Député et maire d'Ajaccio, comment est-ce qu'on arrive à concilier les deux fonctions qui doivent prendre beaucoup de temps ? Est-ce qu'on arrive justement à être présent dans sa ville, à l'Assemblée nationale ? On ne déshabille pas Paul pour habiller Pierre ? C'est difficile. C'est difficile parce que je passe 2 journées à Paris. Je prends l'avion de 6h55 le mardi et il m'arrive souvent de prendre le dernier avion du mercredi soir pour revenir à Ajaccio. C'est difficile parce que pendant ce temps-là, je suis pas ici, je suis pas à Ajaccio et j'ai pas la possibilité d'être sur le terrain et d'être à la mairie pour faire ce que j'ai à faire. Alors, cela étant dit, j'ai la chance d'avoir autour de moi des gens qui travaillent dur, notamment un excellent premier adjoint, Stéphane Sbradj. Et puis j'ai pris une décision parce que je me suis aperçu pendant les 6 mois durant lesquels j'ai été maire, député et président de la CAPA, que c'était encore plus dur quand on était président de la CAPA. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à mon ami Jean-Jacques Ferrara de relever le défi et d'être président de la CAPA pour pouvoir avoir un président de la CAPA pleinement inscrit dans cette démarche d'intercommunalité et pleinement présent dans les services et sur le terrain de la communauté d'agglomération. Donc je crois vraiment que cela est difficile. C'est la raison pour laquelle j'ai voté la loi visant à rendre impossible le cumul d'une fonction exécutive locale, maire, président de région, président de conseil général, avec la fonction de parlementaire, député ou sénateur, parce que c'est très dur de faire les deux. J'essaye de faire de mon mieux, j'essaye d'être présent, j'essaye de représenter au mieux les intérêts de la circonscription et également de défendre au mieux mes valeurs, mes idées au niveau national lorsque je suis à Paris, pour faire en sorte que le siège de député que j'occupe, il soit occupé pleinement. J'ai le sentiment, depuis maintenant 3 ans, d'avoir fait un travail qui mérite d'être vu comme positif. On peut toujours faire mieux. Je ne suis pas quelqu'un qui s'endort sur ses lauriers, mais au regard de ce qu'on a pu voir ou de ce qu'on a pu entendre avant, ou de ce qu'on n'a surtout pas pu entendre avant, il faut être clair, j'ai le sentiment d'avoir été un parlementaire assez actif. Alors, j'ai pas été maire dès le début, je l'ai été qu'à partir du mois d'avril 2014, mais je pense pas que mon attitude et mon activité parlementaire aient faibli depuis que je suis maire d'Ajaccio. Donc Jean-Jacques Ferrara qui présidera aux destinées de la CAPA, le conseil communautaire va avoir lieu. Pour votre rôle de député et votre élection de député, vous aviez pris peut-être une décision aussi, c'est de ne pas vous représenter. Oui, normalement je ne serai pas candidat à ma succession, sauf événement qui me conduirait dans l'urgence à l'être, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, pour une bonne et simple raison. J'ai voté une loi, elle s'applique à partir de juin 2017. Cette loi va devoir faire un choix à celles et ceux qui sont députés et maires. Choisir entre les 2 mandats. Je ne vois pas me présenter à l'élection législative pour abandonner le mandat de député un mois après. Et je ne me vois pas aujourd'hui, après avoir été élu maire par les Ajacciens, dire aux Ajacciennes et aux Ajacciens, je ne souhaite plus être votre maire, je reste à Paris pour être député. Donc je resterai maire, je ferai en sorte que celui ou celle que j'estime le mieux placé puisse me succéder à l'Assemblée nationale. Je garderai une attache très forte avec ma circonscription parce que
j'ai une affection particulière pour cet endroit de Corse, dont je suis originaire et dont j'ai été le représenter à Paris pendant plusieurs années. Et puis je continuerai de m'intéresser à ce qui se passe, mais je crois que le moment sera venu pour moi de ne pas être candidat à ma succession et de être pleinement dans ces fonctions de maire d'Ajaccio pour lesquelles je me suis tant battu et pour lesquelles je crois les Ajaxiennes et les Ajaxiens m'ont fait une grande confiance. Pourquoi justement le choix de la mairie plutôt que celui de la députation? C'est un attachement encore particulier? Mais parce que ma ville, j'y suis né, j'ai des projets. Je suis aujourd'hui dans une situation où je veux faire avancer certaines choses. J'ai une passion pour l'action publique. J'ai une passion pour Ajaccio que tout le monde connaît. Et je crois qu'aujourd'hui, ma place est davantage à la mairie d'Ajaccio, que je serai plus utile à la mairie d'Ajaccio en tant que maire de la ville qu'en tant que parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est un choix politique, c'est un choix de vie aussi. Vous savez, je pense que j'ai des choses à faire ici. Je suis encore jeune, j'ai plusieurs années encore devant moi, peut-être pas seulement dans la politique, mais être maire de sa ville, c'est quand même un honneur particulier, surtout lorsqu'on a des projets, lorsqu'on a une belle équipe autour de soi et lorsqu'il y a des choses à faire. Et ces choses, j'ai envie de les mener et j'ai envie de les mener à bien surtout. Eh bien, merci beaucoup Laurent Marcangeli d'avoir passé toute cette semaine en notre compagnie. On rappelle que cette émission elle est diffusée en podcast audio et vidéo sur le site internet www.alta-frequenza.com. On va vous laisser le mot de la fin. Bien, le mot de la fin, je vais dire que malgré ce qu'on vient de dire, à savoir le fait que je ne serai certainement pas candidat à ma succession en 2017, n'en demeure pas moins que jusqu'à la fin de ce mandat, je serai pleinement à la tâche. Je continuerai de m'impliquer fortement à l'Assemblée nationale pour défendre mes valeurs, les idées qui m'ont vu porter à ce poste lorsque je me suis présenté en 2012, c'est-à-dire les valeurs de celles et de ceux qui ont voté pour moi, mais également aussi l'image de la Corse, le territoire de la Corse et les habitants de ce territoire dont je fais partie, parce que c'est un beau mandat que celui de député et c'est un mandat évidemment que j'entends pleinement exercer jusqu'à ce que je ne sois plus en poste. Quels sont juste 2 mots pour terminer, quels sont votre prochain cheval de bataille à l'Assemblée nationale? Je continuerai de me battre sur ce qui est récurrent, tout ce qui est lutte contre le chômage, santé, éducation. J'ai beaucoup pris la parole sur ces dossiers. Et puis je continuerai de me battre pour la Corse. Il y a un débat institutionnel. Je prendrai toutes mes responsabilités et je ferai entendre ce que je crois bon pour l'avenir de notre territoire qui a besoin d'être soutenu. Et ensuite, vous savez, l'actualité parlementaire, elle s'invite souvent à l'improviste. Nous verrons bien. Moi, en tout cas, j'ai quelques idées que je ferai valoir. C'est celle de la défense de mon territoire, c'est celle de la défense de l'ensemble de ce territoire, rural comme urbain. C'est celle de la défense de notre identité. Et puis également, je vous dis, c'est celle de la défense d'une certaine manière de faire de la politique au niveau national. Je crois que, malheureusement, aujourd'hui, le gouvernement qui dirige le pays est dans l'erreur, est dans l'impasse. Je resterai donc un député d'opposition. Pas opposition systématique, je l'ai démontré, mais opposition assez dure lorsqu'il s'agit de parler des sujets importants qui tracassent les Français et qui aujourd'hui sont des sujets qui malheureusement ne sont pas réglés. C'est des problèmes qui ne sont pas réglés, donc je continuerai de le faire. Voilà. Merci. Merci. Et à bientôt. À bientôt, au revoir.